1815, la traite va être interdite et Nantes va continuer au moins jusqu'en 1830 à fabriquer les bateaux et à armer des bateaux. La marine royale était censée pourchasser les bateaux négriers, etc., qui avaient déjà eu plein d'histoires, parce qu'on avait saisi des bateaux négriers, mais les capitaines avaient jeté les captifs à la mer pour qu'il n'y ait pas de traces. Le grand projet de la municipalité de Nantes de faire un mémorial pour l'abolition de l'esclavage le long de la Loire, ça va donc être un mémorial qui va présenter les grandes étapes de l'esclavage et souligner surtout son abolition. Il y a toujours cette petite flamme et qui n'arrive pas à s'éteindre. Et ça, c'est quelque chose de très beau, très encourageant, que quelque chose dans l'ombre, d'une langue à l'autre, d'un siècle à l'autre, se transmet. Las Casas lui-même a fait, je crois, 14 fois la traversée de l'Atlantique. Las Casas est un baroudeur, c'est pas du tout un homme de cabinet et d'études. Il a fait le coup de poing contre des soldats espagnols. Il a même eu un esclave noir, ce qu'il se reprochera toute sa vie. Il dira que sa part de paradis lui sera refusée à cause de ça. C'est pour ça que Las Casas est un pionnier dans l'histoire de la pensée. Alors Montesquieu, il s'appelle en réalité, quand il est né, Charles-Louis de Ségonda. Il a commencé par écrire quelques livres, souvent avec beaucoup d'ironie, d'humour. Et puis après, il a voulu voyager parce qu'il est allé en Angleterre à l'époque. Et il s'en est inspiré pour proposer un système de constitution dans un livre qui s'est appelé L'Esprit des lois. C'est tout à fait comme Montaigne, un humaniste. Autrement dit, c'est quelqu'un qui croit dans le fait que les humains doivent être libres et dignes. D'ailleurs, à l'époque, la chrétienté, qui était même la religion dominante en France, en Europe, interdisait l'esclavage. Alors qu'il y a beaucoup de chrétiens qui l'ont pratiqué. Donc, c'est des choses qu'ils voulaient dénoncer absolument. Il dit des choses complètement au second degré, c'est-à-dire qu'il dit des choses comme s'il vantait le mérite de ceux qui sont pour l'esclavage, mais de façon tellement grossière que c'est pour démontrer le contraire. Alors évidemment, on peut se tromper. Par exemple, il dit « Si j'avais à soutenir le droit que nous avons eu de rendre les nègres esclaves, les peuples d'Europe, ayant exterminé ceux de l'Amérique, ils ont dû mettre en esclavage ceux d'Afrique pour s'en servir à défricher tant de terre. » Car c'est très ironique, c'est-à-dire que, comme ils sont allés prendre les Amériques et qu'ils ont liquidé tout le monde, il fallait bien du monde pour cultiver là-bas, donc ils sont allés prendre ceux d'Afrique pour les mettre en Amérique. Bah, c'est bien normal, puisqu'il n'y a plus personne. Il y en avait déjà tellement tué là-bas qu'il fallait qu'ils en prennent d'autres. Bordeaux n'aime pas beaucoup parler de sa période de port négrier. Bon. Vous avez des familles bordelaises qui ont fait des fortunes grâce à ce commerce-là. Donc c'est une époque où il y avait beaucoup de gens qui étaient plutôt pour, ou qui fermaient les yeux, ou qui laissaient un peu tomber. Donc les abolitionnistes, ça n'a pas été tout de suite. Ils n'étaient pas très nombreux, les intellectuels qui étaient contre. Et l'esclavage, il a été aboli par la Révolution. Le monde entier va être chamboulé par une explosion idéologique sans précédent. C'est encore un abbé, l'abbé Grégoire, qui va être le premier à faire voter la première loi d'abolition de l'esclavage. Première fois au monde qu'on abolit officiellement l'esclavage. La Convention nationale abolit l'esclavage. 2 siècles et demi plus tard, non seulement il avait connu les ouvrages de Las Casas, il les avait étudiés. Ça ne durera pas. Bonaparte va abolir cette loi d'abolition 8 ou 9 ans plus tard, à la demande des colons. Toussaint Louverture, un noir de Saint-Domingue qui s'est révolté contre Napoléon, est un des grands héros de l'indépendance des Noirs et de l'abolition de l'esclavage. Et Napoléon l'a fait enfermer dans un fort du Jura où il est mort de froid. Cette première révolte des Noirs, ça va être la révolte de Saint-Domingue. Et Saint-Domingue qui va s'appeler Haïti. Haïti va devenir la première république noire du monde et la deuxième république d'Amérique en 1804. Haïti était la perle des Antilles au XVIIIe siècle. Aujourd'hui, c'est l'un des pays les plus pauvres du monde. Tout le monde arrive en lui promettant de l'aide, humanitaire, tout ça. C'était l'un des pays les plus riches du monde. C'était la perle des Antilles. Et Haïti a payé sa liberté. Ça, il faut que vous le sachiez. Nous avons tous une dette envers Haïti. Parce que quand Haïti a réclamé son indépendance, s'est battu pour chasser les esclavagistes, la France, le pays des droits de l'homme, a exigé qu'Haïti paye le prix de sa liberté. Et au XVIIIe siècle, jusqu'au début du XIXe siècle, Haïti a payé 90 millions d'or à la France. La situation d'Haïti ne peut pas être comprise sans ça. On essaie de, entre guillemets, évidemment, de réparer un petit peu le fait que Haïti a été peuplé d'esclaves par des bateaux nantais. On essaie d'inventer de nouvelles relations avec la République d'Haïti. Et dans mes bons souvenirs, c'est quand je peux guider des élèves haïtiens
du lycée d'Haïti, du lycée français de Haïti. C'est une situation d'aujourd'hui aussi parce qu'il y a les Antilles, il y a la Martinique, la Guadeloupe. Donc ça, c'est des îles aussi et qui ont beaucoup souffert de la traite des Noirs, qui se sont aussi beaucoup battus pour la liberté. La Seconde République va abolir définitivement l'esclavage, bien après l'Angleterre, mais bien avant les États-Unis et bien avant la Mauritanie, qui ne le fera qu'en 1970. Ce ministre s'appelait Victor Schœlcher. Victor Schœlcher avait été faire un voyage d'agrément à la Havane. Il tombe sur un marché où sont vendus des esclaves. Il avait appris ça à l'école, il découvre que c'est pire de ce qu'il savait. Il voit des Noirs qui venaient d'Afrique, des femmes, des hommes, des enfants, et il voyait surtout qu'ils étaient séparés déjà, ils étaient vendus séparés. On les mettait tout nus, on leur ouvre la bouche pour voir s'ils ont des bonnes dents, on les palpe partout, les dames aussi, les dames et les hommes. Alors mets-toi à la place d'un homme africain pudique, mets-toi à cette place des hommes et des femmes qui ont survécu à la traversée. Ils apprennent seulement sur le bateau ce qui va peut-être leur arriver. Et ils deviennent esclaves que sur place. Donc ils sont vendus comme des bêtes. C'était devenir sans droit de se marier, seulement s'il le fallait, pour faire des enfants, pour faire de la reproduction. Il est parti vendre de la porcelaine, mais il reviendra combattant de tous les droits de l'homme. Toute sa vie, ce sera uniquement son combat. Naturellement, il devient ministre, secrétaire d'État de la Marine et des colonies. Et François Arago dit à Victor Schœlcher, « Schœlcher, il n'y a plus un jour à perdre. Tenez Schœlcher, installez-vous là. » Et Schœlcher, maîtrisant son émotion, rédige sur papier à en-tête « République française ». Il ouvre les guillemets. « Le gouvernement provisoire de la République, considérant que, en majuscule, nulle terre française ne peut plus porter d'esclaves, décrète. Une commission est instituée auprès du ministre provisoire de la Marine et des colonies pour préparer dans les plus brefs délais l'acte d'émancipation immédiate dans toutes les colonies de la République. Le 4 mars 1848, les membres du gouvernement apposaient leur signature du Pont de l'Eure, Arago, Lamartine, Louis Blanc, Crémieux, Ledru-Rollin, Garnier-Pachez, Flocon, Albert et Marrast. Il est difficile de comparer l'esclavage tel qu'on le connaît aujourd'hui à la traite négrière. Ces dernières années, la crise y est pour beaucoup. Il y a beaucoup de cas d'esclavage et les exploiteurs font preuve de créativité pour faire du profit sur le dos d'êtres humains parfois très jeunes. Donc parmi les formes actuelles de l'esclavage, la plus connue et la plus répandue, c'est l'exploitation sexuelle, donc la prostitution. Il y a également l'esclavage domestique, le travail forcé, des formes plus insidieuses ou méconnues que sont le trafic de joueurs de football, également la mendicité forcée, le trafic d'organes, le trafic d'enfants, tout ce qui touche à l'adoption. Les peines encourues, elles sont assez minime. Donc en France, il s'agit d'un délit qui est puni donc de 7 ans d'emprisonnement et de 150 000 € d'amende. Tout le monde peut à un moment donné devenir un employeur exploiteur. Les dérives sont très rapides et assez insidieuses.